Salut à tous, c'est Guillaume de Digital War Valley. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du Digitalk. Aujourd'hui, on accueille Olivier. Salut Olivier. Salut Guillaume. Et avec toi, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les boîtes, tout simplement, c'est le sujet de la prospection. Et on a choisi un titre un peu provoque, volontairement, Olivier. La prospection, j'aime pas ça, parce que c'est peut-être un peu le reflet de ce que pensent les gens quand on parle de prospection. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Juste, j'en profite donc pour vous accueillir toutes et tous sur ce nouveau Digitalk. Je vous indique qu'il y a un sondage qui vous attend pour savoir un peu où vous vous situez en termes de prospection. On aime toujours savoir à qui on a affaire, en quelque sorte, et ça permettra surtout à Olivier d'adapter sa présentation. Olivier, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Alors, bien entendu, donc je m'appelle Olivier Sonnet. Je vais évidemment éviter de rentrer dans le détail, mais j'ai passé une vingtaine d'années dans le commerce et pour le coup dans la distribution automobile sur les différents postes. Donc, j'ai prospecté dans mes débuts puisque j'ai été jeune commercial et puis j'ai fini sur les dernières années directeur commercial. Et effectivement, le thème de la prospection, j'aime pas ça. Il est volontairement évocateur puisque je vais dès le départ annoncer une vérité. Pas grand monde aime ça, voire presque personne aime ça. Pour autant, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est nécessaire. Il en faut dans tous les business, quelles que soient vos affaires. Voilà. Super. Eh ben, écoute, tu vas nous dire. Je pense que tu peux couper ton son peut-être parce que ça va popper à chaque fois. Dès qu'on va avoir des notifs, ça va popper de partout. Okay. On a effectivement hâte que tu nous racontes tout ça. Tu vas balayer les préjugés, tu vas nous donner des bonnes pratiques et surtout, tu vas répondre aux questions des personnes qui sont là et qui ont sans doute pas mal de questions, qui ont expérimenté la prospection, en tout cas j'imagine, qui ont peut-être rencontré des obstacles, qui cherchent aussi des conseils, puisque toi, tu as la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est ton quotidien, de pouvoir accompagner des dirigeants et des commerciaux dans leur métier, fort de cette expérience que tu as décrite. Du coup, on va pouvoir démarrer. Juste avant, je te donne quelques éléments sur le sondage qu'on vient de publier. Ce qui arrive en tête, c'est la réponse pas mal, mais besoin de m'améliorer. Donc, des gens qui ont un peu bossé la prospection. Et juste après, c'est j'y vais, mais j'ai peur. Donc, on sent que c'est quand même aussi un petit sujet. Encore une fois, je vous invite à poser toutes vos questions dans l'espace questions ou dans le chat. On les relaiera et Olivier y répondra au fil de l'eau avec grand plaisir. Voilà, Olivier, je te laisse la parole à toi pour ce super Digitalk. La prospection, j'aime pas ça. Eh bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, comme tu l'as très bien dit, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, parce que l'idée, c'est de lever les freins, les doutes et de répondre à vos interrogations en fonction des différents niveaux dans lesquels vous situez. C'est une auto-évaluation. Et quoi qu'il arrive, j'aime bien dire aussi souvent que les grands champions, s'ils restent champions, c'est parce qu'ils continuent à s'entraîner. Donc, même si vous estimez un bon niveau ou un niveau plutôt acceptable, c'est tout à votre honneur d'être présent ici puis d'essayer de réviser vos pratiques, puisque c'est un renouveau de tous les jours. La prospection, c'est comme le reste, c'est un vrai challenge, c'est du quotidien et c'est surtout beaucoup d'entraînement. En parallèle, juste pour terminer ma présentation, effectivement, je vous ai expliqué mon parcours. Aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, Guillaume, je suis indépendant, consultant et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur structuration de leur outil commercial. Et à l'intérieur de cela, évidemment, la prospection, clairement, en fait partie. Alors, je vous propose de démarrer. Donc, tout d'abord, pour démarrer, c'est... Là, je vais vous inviter effectivement à ne pas hésiter à faire part de vos réponses dans le chat. C'est casser un petit peu les codes et les préjugés, les idées reçues sur la prospection. Donc, si je vous présente ce slide, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, allez-y, je vous en prie, n'hésitez pas à commenter, à répondre, à donner votre avis sur la prospection et sur ce slide. Je vois, Guillaume, que tu rigoles, il y a des choses... On a effectivement des choses. Alors, la technique du pied dans la porte, Ouais. Julien qui nous dit old school.
Ouais. porte à porte, dépassé, démarche has-been, le pied dans la porte, le cauchemar, forcing. Bon, en tout cas, ça vous fait réagir, ça c'est super. Prospection intrusive, cauchemar UX client, côté vieux jeu, rentre dedans. Bon, voilà, on a la panoplie des réactions. Effectivement, ces réactions sont naturelles parce que ces images que j'ai volontairement choisies évoquent un petit peu tous les travers que l'on peut avoir ou les biais cognitifs que l'on peut avoir quand on parle de prospection. Prospection, c'est presque un gros mot. On a même, j'en rajoute un quand même, Olivier, on a même abus de faiblesse de personnes âgées, nous propose Romain. Et c'est pas forcément que des personnes âgées, non, ça peut non, être un non. abus de faiblesse, en tout cas perçu comme tel. Effectivement, hein, on va imaginer la prospection et le commercial comme étant un peu un forceur, quelqu'un qui bouscule les codes, qui tente à tout prix, qui met le pied dans la porte. Donc non, il ne veut pas s'arrêter, il insiste. Alors, ça, c'était avant. C'était effectivement des vieux travers. On imagine le VRP des années 80 avec sa manette qui sillonne la France, un peu bedonnant, un peu gras, qui s'arrête tous les jours au resto et qui, effectivement, a plein de bagou et force le trait et use de l'abus de faiblesse un petit peu. Mais la prospection, effectivement, ça a bien changé. J'ai entendu dépasser old school. C'est vrai. Elle est toujours nécessaire, elle est toujours viable, elle est toujours d'actualité puisque on le verra tout à l'heure, c'est vital pour la santé de l'entreprise. Mais il y a d'autres pratiques, il y a d'autres manières de le faire. Et c'est ces nouvelles manières de faire qui vont aussi vous aider à apprécier un petit peu plus vos actes de prospection, à vous faire un peu moins mal. Puisque j'ai entendu des j'y vais, mais je me fais mal dans le questionnaire. Alors, je vous propose de redéfinir, pour repartir de zéro, la prospection, qu'est-ce que c'est? La prospection, c'est tout simplement l'ensemble des moyens qui nous permettent d'entrer en relation avec des cibles potentielles, de potentiels clients, entreprises ou particuliers, c'est-à-dire des potentiels consommateurs de votre produit ou de votre service. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit après, qui ont besoin du produit ou du service que nous commercialisons. Donc, l'ensemble des moyens qui permettent d'entrer en relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet déjà de désacraliser un petit peu le terme de prospection, puisque de la prospection, on en fait tous les jours. La publicité est une forme de prospection. Aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens également de prospection, des clubs d'affaires, des réseaux sociaux. Il y a tout un tas de choses, mais toute action qui vous permet de commencer à démarrer une relation avec quelqu'un qui aura potentiellement besoin de votre produit ou de votre service, vous êtes dans un acte de prospection. Alors ensuite, je vous propose de se poser aussi les questions. Pourquoi prospecter est essentiel? Moi, j'entends régulièrement des dirigeants, lorsque je prospecte moi-même, me dire: «Moi, j'ai pas besoin, j'ai un carnet de commandes plein». Alors, c'est génial, j'adore. Mais effectivement, si le carnet de commandes est plein, vous avez 1 an et demi de visibilité devant vous, c'est super. Pour autant, est-ce que prospecter reste essentiel? Ma réponse est oui. Et pour le comprendre, je vous indique ici les raisons, les principales raisons de prospecter. La première, déjà, c'est compenser l'usure naturelle de son portefeuille. Et oui, parce que même si vous avez une super fidélité avec vos clients, quoi qu'il arrive, votre portefeuille de clients va s'éroder naturellement dans le temps, pour des raisons qui sont simplement naturelles. Votre interlocuteur va changer d'entreprise ou partir à la retraite. Qu'est-ce qui dit que le repreneur va garder le même fournisseur? Un autre fournisseur est passé par là, il a été meilleur que vous à un moment donné, donc il vous a, entre guillemets, «piqué» votre client fidèle. Ah, ça fait baisser le portefeuille. Prospecter, c'est vital, du coup, pour renouveler ce portefeuille. C'est la deuxième raison, c'est-à-dire pour que la perte d'un client ne soit plus dangereuse, puisqu'effectivement, si vous laissez vos clients risquer de partir petit à petit, votre gâteau, votre part du chiffre d'affaires va diminuer, 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 jusqu'au moment où vous atteignez un seuil critique. Et l'idée, c'est de ne pas attendre d'atteindre ce seuil critique. Pour anticiper également et négocier les pics ou creux d'activité, puisqu'en fonction de votre business, vous allez avoir peut-être de la saisonnalité d'activité et des moments où vos clients habituels fidèles vont tous passer commande un peu en même temps, et puis des moments un peu plus creux dans votre chiffre d'affaires. Et donc, s'assurer d'avoir un tapis de prospects
peut permettre d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel, un volume de commandes supplémentaire dans des moments où on est dans les creux d'activité. Également, pour ne pas manquer de visibilité, s'organiser, investir et innover. C'est-à-dire là, je veux dire, c'est rester vraiment en contact des marchés et du ressenti terrain de ce qui se passe, des nouvelles attentes, puisque, encore une fois, votre portefeuille client vous fera peut-être plus forcément ce retour-là. Et donc, pour se développer sur de nouveaux marchés, avoir de la croissance, puisque une entreprise, on peut avoir deux visions. On peut se dire, mon entreprise, elle est stable et je suis à un niveau qui me convient, je ne veux pas forcément la faire croître. Mais on peut aussi avoir des sujets de croissance, aller chercher une nouvelle branche d'activité, aller chercher un nouveau marché. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, il faudra bien prospecter. Donc, prospecter, c'est s'assurer les ventes de demain et aussi assurer la pérennité de son entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça interpelle une fois qu'on a déjà posé ce premier cadre? Je vous laisse poser vos questions à distance, comme vous le souhaitez dans le chat ou dans l'espace questions. Mais en tout cas, effectivement, le dernier point que tu indiques, Olivier, est très juste. Et Jérôme, dans les commentaires, nous dit prospecter, c'est s'ouvrir des perspectives. Oui. Évidemment, voilà, des perspectives qui peuvent être parfois nécessaires, notamment, je pense, en période de fragilité de marché, de crise, etc. Ouais. Où, en fait, si on n'a pas préparé à des situations un peu compliquées, il y en a eu depuis 2 ans, bon, c'est un peu tard. Si on se met, on est coincé. Tu as raison, j'évoquais tout à l'heure j'ai un carnet de commande plein, donc je n'ai pas besoin de prospecter. Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une inertie à la prospection. C'est-à-dire que, quel que soit le cycle de vente et le cycle de vie de votre produit, quand vous commencez à taper des portes, vous allez rarement faire de la vente directe. Vous savez, on revient sur la première image, le VRP qui force, qui met le pied dans la porte, parce qu'il veut absolument signer tout de suite et faire la vente en direct. Ça effectivement, ça n'existe presque plus. Donc, cette inertie, tu l'as très bien dit, Guillaume, lorsqu'on arrive en période de crise où on a surfé sur un marché qui allait bien, où on avait un carnet de commandes plein et que d'un coup tout dégringole, si on n'a pas alimenté le compteur et la machine à nouveaux clients potentiels, donc à prospects, là, il faut tout redémarrer de zéro et c'est là où ça devient trop tard. C'est-à-dire qu'il va se passer du temps avant que vous alliez commencer à engranger des nouvelles commandes. Qui plus est, si on est en période de crise, ces mêmes prospects vont réagir exactement comme vous. Ils vont être dans la crainte et donc ils vont être dans l'attente. Donc ils ne vont pas forcément se décider, se dire « Ah ouais, super, un fournisseur se pointe, je vais passer commande. » Voilà. Donc ils vont être comme vous, ils vont être dans l'observation et ça va encore plus renforcer l'inertie. Si vous avez déjà commencé le travail en amont de prospection et donc démarrer la relation avec ce prospect, peut-être qu'au moment où il y a une crise et que son fournisseur habituel va, entre guillemets, fermer boutique ou se casser les dents ou être un peu moins présent et moins répondre, c'est là où vous pouvez créer la différence. Parce que vous allez potentiellement être là et continuer à alimenter ce schéma de prospection que vous avez déjà eu depuis un certain moment. Je relève 2 questions, si tu veux bien, Olivier. Ouais. Tu me diras, n'hésite pas à me dire si, en fait, tu as prévu d'apporter la réponse plus tard dans la présentation. Oui, bien sûr. Je les relais en tout cas. Romain qui demande quel pourcentage de son CA doit-on préparer avec la prospection? Alors, je veux bien une précision quand il indique quel pourcentage de son CA, ou alors peut-être que si ce que je comprends, c'est que, en gros, quel est le pourcentage de prospection par rapport à la fidélisation je dois opérer dans mon niveau d'activité? Du coup, je laisse Romain, peut-être si tu peux préciser ta question dans le chat. Mais effectivement, on en parlera un peu tout à l'heure. Ouais. Et j'en profite pour relayer une autre question de Julien. Est-ce que tout le monde peut prospecter et quelles compétences faut-il? Alors, sur le principe, oui, tout le monde peut prospecter. Les compétences nécessaires, même chose. Je traiterai cette réponse un peu plus loin au fur et à mesure, mais parce que vous verrez qu'à la fin, on balayera un livre blanc avec 5 tuyaux des bonnes attitudes et 5 erreurs à éviter absolument en prospection. Pour le coup, tout le monde peut prospecter, mais ce qu'il faut, c'est surtout s'évaluer et être en phase avec soi-même et avec ses capacités. Ça aussi, je leur dirai tout à l'heure. Okay. Ça marche. Alors, du coup, Romain a précisé, il dit Oui. en gros, si je prévois un CA de 100 l'année prochaine, Oui. quel pourcentage serait du récurrent et quel pourcentage serait dû à la prospection? Alors, ça va dépendre essentiellement de votre cycle de vente et de votre cycle de vie du produit. Si vous êtes sur un produit à durée de renouvellement très rapide, a priori, vous allez peut-être avoir… alors,
Ça va dépendre de ça, mais ça va dépendre aussi du côté entrant naturellement ou pas. Parce qu'il y a des business où on a de l'entrant très naturel. On vient vous chercher, on vient chercher votre produit. Et puis d'autres où c'est à vous d'aller chercher le marché. Mais effectivement, il n'y a pas de règle précise de pourcentage. Ça s'adapte à chaque situation. Donc, c'est quelque chose à vérifier avec le cycle de vie de son produit et le cycle de décision, le cycle de vente. Donc, par exemple, j'ai en tête un prospect qui me confiait avoir des machines en B2B qui ont une durée de vie de 5 à 30 ans. Donc, vous imaginez que 30 ans, il ne va pas les renouveler tout de suite, ces machines. Donc, 30 ans, s'il se cantonne sur de la fidélisation, il risque d'être un petit peu en difficulté sur son business model. Il vaudrait mieux qu'il ait quand même une prospection récurrente pour essayer de trouver des nouveaux clients à qui il va pouvoir revendre de nouvelles machines. Vous voyez ? Ça dépend du produit, ça dépend des canaux de prospection. Voilà, c'est quand même un peu à évaluer au cas par cas. C'est ça, c'est à évaluer au cas par cas. Comme dans tout d'ailleurs, il y a rarement une réponse unique, puisque s'il y avait une réponse unique, ce serait facile, on appliquerait tous la même réponse et puis on serait tous champions du monde. Mais c'est une auto-évaluation qu'il va falloir faire. Et ça va permettre justement, ce que je viens de dire, de donner la suite. OK, comment on s'y prend pour prospecter? Alors, là aussi, j'entends des fois facile, je fonce, je prends les pages blanches, les pages jaunes, j'y vais au taquet, j'ai un fichier, j'ai identifié, j'ai une liste de prospects et j'y vais sans préparation. Je vais refaire le parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme les grands sportifs, il faut s'entraîner constamment. J'y vais sans préparation. Est-ce que vous imagineriez partir faire un marathon sans vous préparer avant? Je pense que la réponse est très claire pour tout le monde. Donc, l'idée, finalement, c'est de démarrer par faire une bonne préparation et une auto-évaluation. Donc là, je vais passer quelques slides qui pourront peut-être paraître un peu complexes, mais qui, à mon sens, sont nécessaires. Ces slides, en tant qu'entrepreneur, vous les avez très certainement déjà envisagés, étudiés, vus au moins une fois dans la vie de votre entreprise, c'est-à-dire à son démarrage, lorsque vous faites votre étude de marché. Donc là, on parle du SWOT. Donc, les forces, faiblesses, opportunités, menaces dans votre entreprise. Quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes opportunités de marché extérieur? Quelles sont les menaces sur mon marché également? Qui sont mes concurrents? Quels sont les facteurs clés de succès de mon produit ou de mon service? C'est-à-dire, quels sont les facteurs de décision? Qu'est-ce qui fait que mon produit ou mon service se vend bien et s'achète bien? Quelles sont mes ressources, évidemment? Encore une fois, avant de partir prospecter, quelles sont mes ressources? Moi, je suis indépendant, je suis ma propre ressource. Donc, c'est-à-dire que je vais doser aussi mon niveau d'effort par rapport au fait que je dois et produire et prospecter. Est-ce que j'ai une équipe commerciale de conquête et une autre équipe commerciale pour fidéliser les clients? Quelles sont mes ressources? Et puis, quelles sont mes ressources financières également? Quelles sont mes ressources matérielles? Mes outils, mes plaquettes, mes moyens de prospection? Et puis l'environnement, évidemment, puisque vous devez absolument avoir analysé et vérifié l'environnement dans lequel vous allez évoluer, l'environnement politique, l'environnement secteur, l'environnement géographique, l'environnement économique, l'environnement écologique aussi aujourd'hui, bien évidemment. Donc, toute cette analyse, qui est une analyse, on va dire, plutôt de l'entreprise et de la stratégie au départ, elle est nécessaire parce qu'avant de partir prospecter, si vous n'avez pas justement bien identifié tous ces éléments-là, vous allez partir le nez au vent, à vue. Et là, on fait de la prospection qui fait mal. C'est-à-dire que vous allez contacter des gens, vous allez taper à des portes de gens qui ne sont absolument pas demandeurs de votre produit ou qui sont déjà très bien équipés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prospecter, mais peut-être mesurer le niveau d'effort différemment auprès de cette cible-là. Ou qui sont potentiellement consommateurs de votre produit, mais pas sous le format que vous le présentez. Puisqu'encore une fois, dans votre produit, vous avez différentes typologies de clients que vous allez pouvoir identifier. Donc là, je repasse vite, c'est le PESTEL, toujours dans cette analyse environnementale. Ça me semble nécessaire avant de partir prospecter, encore une fois, de faire toute cette analyse stratégique parce que c'est ce qui va vous permettre de dimensionner vos forces au bon niveau et le niveau d'effort que vous allez devoir faire. Donc, quand j'avais la question tout à l'heure, quel est mon niveau, mon pourcentage de chiffre d'affaires que je dois allouer à de la prospection, la réponse, vous allez la trouver notamment grâce à ces différents outils d'analyse de votre entreprise et de votre stratégie. Est-ce que Olivier, tu as des exemples d'entreprises, d'entrepreneurs que tu as accompagnés pour lesquels ça a été une analyse comme celle-là, le SWOT, le PESTEL, ça a permis justement d'avoir un autre regard sur l'approche
Tout à fait. la prospection. Tout à fait. J'ai en tête, là, pour le coup, pour répondre à ce que tu dis, un prospect qui, suite à une conférence, vient me voir, me dit: ouais, c'est super, il faudrait former mes commerciaux parce que je pense qu'ils ont du mal à prospecter, ils sont pas très aguerris. Ok, donc pas de souci, on prend rendez-vous, je vais le voir. Et finalement, très rapidement dans l'entretien, je me rends compte que, et c'est ce que j'allais dire ensuite, cette analyse, il l'avait faite au départ de son entreprise et puis il ne l'a pas jamais refaite. Et que donc finalement, dans son portefeuille client, donc je m'assure après de lui, quand on parle de portefeuille client, on parle bien de gens qui vont passer une commande. Ils ne sont pas clients tant qu'ils n'ont pas passé commande. C'est-à-dire qu'ils sont prospects si vous avez une relation avec eux. Et si vous n'avez pas encore démarré la relation, il y a des termes, alors terme qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est le terme qui est utilisé en marketing, c'est un terme de suspect. C'est-à-dire on suspecte qu'il a besoin de notre produit ou de notre service, mais voilà, on n'a encore rien entamé avec lui, il ne nous connaît pas, vous ne le connaissez pas, donc ce n'est pas un prospect. Le prospect, c'est une fois que la relation elle a démarré. Mais il n'a pas encore passé commande. Et donc, bon, dans son portefeuille client, je lui demande combien il a de clients actifs. Et là, il me dit, j'ai X milliers de clients et j'en ai la moitié d'actifs. C'est-à-dire, donc la moitié qui passe commande encore de manière assez récurrente, régulière, à qui il y a une relation de commande et de chiffre d'affaires. OK. Et bien, en fait, ce même prospect, donc il souhaitait que j'entraîne ses commerciaux à aller démarcher des nouveaux prospects. Il ne se rendait même pas compte que déjà en interne, il avait un vivier, une force vive de gens qui lui avaient déjà fait confiance, à qui il suffisait de retourner dire bonjour, de taper à la porte pour peut-être reprendre déjà des commandes avec eux. Donc, s'il n'avait pas fait cette analyse, il avait continué sans me rencontrer, mais il continuait à se dire, OK, je vais acheter des fichiers, je vais regarder sur des outils tels que Corporama pour cibler, et puis je vais aller taper à la porte de nouveaux prospects. OK. Mais prospecter, c'est la fidélisation et retourner voir ses clients, c'est aussi une forme de prospection, en fait, parce que dans la prospection, comme je vous l'ai dit, le client ne va pas passer commande tout de suite. Donc, c'est-à-dire que vous allez programmer des rappels, des nouvelles visites auprès de ce prospect, mais avec vos clients, c'est exactement la même chose. L'excès de confiance, de croire que parce qu'il vous a passé commande un jour, il va recommander de lui-même, à mon sens, ça ne marche pas. Est-ce que, on a une question de Romain, est-ce que tu saurais nous dire si tu as une mesure de ROI sur tes accompagnements? Est-ce qu'un entrepreneur, il est capable de dire, bah voilà, merci Olivier, grâce à toi, en fait, j'ai gagné tant, j'ai gagné, voilà, comment ça se mesure, Oui, évidemment, toute action nécessite une mesure de son efficacité, donc ce fameux ROI que tu cites, on en parlera également à un moment donné dans la conférence, c'est nécessaire puisque là aussi, je rencontre des patrons, des dirigeants qui me disent ouais, j'ai fait un salon, c'était un super salon, j'ai pris plein de contacts. Combien vont se transformer en commandes? Comment tu vas exploiter tes contacts derrière? C'est-à-dire qu'en fait, un salon, tu sais combien ça t'a coûté. Tu as mis de la pub, tu as fait des invitations, tu as fait ton stand, 5 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, en fonction de la volumétrie, de la taille du stand, tout ça. On sait quantifier combien ça a coûté. Mais est-ce que tu as mesuré, puisque le salon est une action de prospection, est-ce que tu as mesuré combien ça allait te rapporter? Donc, est-ce que tu as fait ce fameux ROI pour mesurer l'efficacité de ton action et t'assurer qu'elle est réellement valable? Et peut-être pas décider de l'abandonner, mais peut-être décider de la préparer mieux la prochaine fois ou de la faire différemment. Donc, vraiment, tout est histoire de préparation au départ et après la préparation, une fois que l'action est menée, effectivement, le ROI. Donc oui, il y a des outils, il y a des choses à mettre en place de relativement simples pour pouvoir mesurer l'efficacité des actions de prospection que l'on a mis en place. Je pense que la question de Romain, c'était Ouais. plus spécifiquement par rapport à ton intervention à toi. D'accord. Tu es capable de mesurer la performance Ouais. après ton accompagnement, c'est-à-dire dans quelle mesure les démarches commerciales, les démarches de prospection de l'entreprise que tu accompagnes sont plus performantes. Voilà. Est-ce qu'il est possible de voir un avant-après ton accompagnement? Oui, dans le chiffre d'affaires et la rentabilité du client. Alors, quand j'interviens, en règle générale, moi, ma cible prioritaire, on va dire, puisque c'est là où je peux mettre en œuvre l'intégralité de mes compétences, c'est plutôt des TPE, PME avec une équipe commerciale. Et c'est des interventions plutôt sur la durée, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la prospection, ça ne se passe pas en quelques fois, en un mois ou en 2 mois. Donc, c'est dans la durée. Et en général, je m'inscris dans la durée donc avec mes clients, ce qui permet de voir la différence et l'écart sur le compte d'exploitation d'année en année.
Donc, effectivement, on voit une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation de la rentabilité, parce qu'on va aussi, au fur et à mesure, grâce à ces ROI sur chacune des actions, abandonner des actions qui ne fonctionnent plus ou qui sont juste de la dépense d'argent. Donc, on va avoir effectivement, à un moment donné, quelque chose de palpable dans l'efficacité d'une intervention, de mon intervention. Alors, j'allais dire d'une intervention de quelqu'un comme moi, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire en aparté maintenant. Moi, je suis indépendant, mais j'appartiens au réseau Prospective. Donc, mon entreprise, c'est Exenco. Je suis accrédité du réseau Prospective et nous sommes une cinquantaine d'experts sur la France en développement commercial comme moi. Donc, tous avec nos parcours différents, mais tous avec cette méthodologie et cet accompagnement calibré, mesure des actions, mise en place d'actions de prospection. Et donc, c'est pour ça que parfois, je vais avoir tendance à dire nous. Nous sommes différents. Je ne suis pas seul sur la France, évidemment, à faire ça, heureusement. Et donc, oui, on mesure notre efficacité, notamment par l'augmentation du chiffre d'affaires, mais une augmentation du chiffre d'affaires qui va aller avec une augmentation de la rentabilité également. Et est-ce que tu as pu mesurer, est-ce qu'il y a des chiffres concrètement? Les entreprises, elles font quoi? Plus 3, plus 5? En moyenne, on est à plus 15% d'augmentation du chiffre d'affaires et de la rentabilité après 1 ou 2 années. Tout dépend là aussi, encore une fois, du cycle de vie du produit, du business model de l'entreprise. Il y a des entreprises où ça peut aller plus vite, puis d'autres où il y aura un peu plus d'inertie avant d'avoir des retours. Si je pense à, par exemple, une entreprise de TP, de travaux publics, on est sur des chantiers d'appel d'offres, marché public ou même marché privé, mais qui vont se décider. Et le temps que ça se mette en place et que le chiffre d'affaires soit rentré, il va se passer 1, 2, 3 ans. On n'a pas la visibilité immédiate en termes de finances. On ne le mesure pas immédiatement. Donc, le premier indicateur de mesure va être l'augmentation de la prise de commande, par exemple. Ça marche. Voilà. Donc, finalement, comme je le disais, tout est question d'abord d'une bonne préparation. Donc, se poser les bonnes questions avant de partir prospecter. Quels sont mes objectifs et quelle est ma stratégie, quelle est ma proposition de valeur? C'est-à-dire, j'ai un produit ou j'ai un service, ok, je sais qu'il est bien. Tiens, par exemple, voilà, j'ai un iPhone, mais quelle est la proposition de valeur d'un iPhone? Si je ne me suis pas posé cette question-là, déjà, je ne vais pas argumenter comme il faut. Donc, quand je vais arriver devant un prospect, je n'aurai pas forcément le bon discours. Donc, je vous invite tous, évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous poser cette question, quelle est la proposition de valeur de mon service? Et même si vous l'avez fait au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, on le fait tous au moins une fois au départ de la vie de son entreprise. Cet exercice, il est à refaire régulièrement parce que les choses évoluent, le marché change, le contexte évolue, il y a des nouveaux prospects, enfin des nouveaux concurrents qui se sont mis en face, d'autres sont partis. Donc, révisez votre stratégie, peut-être pas tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, là aussi en fonction de comment les choses évoluent, mais posez-vous ces questions-là. Donc, quels sont mes produits, services, quelle est ma valeur ajoutée, quel est mon modèle économique? Est-ce que je cherche de la conquête de parts de marché? Est-ce que je veux aller vers l'export, faire de la diversification de produits ou de services? Parce que toutes ces questions-là vont vous permettre, avant de partir prospecter, de vous poser les bonnes questions et donc d'adapter le discours de prospection et la cible de prospection à laquelle vous allez vous adresser. Donc, on parle de cible, effectivement. Donc, une fois que vous vous posez la question des cibles, là, vous allez segmenter vos marchés puisque on peut voir dans la bulle ce chef d'entreprise qui se pose la question est-ce que je vise des marchés publics ou privés, des pros, des particuliers, un marché local ou national, des grands comptes, des clients récurrents ou occasionnels. Là, ça, c'est les réponses que vous aurez par rapport aux questions que vous avez posées précédemment. Quel est mon couple produit-marché et quels sont les couples produit-marché? Parce qu'on peut en avoir plusieurs si on a plusieurs produits ou plusieurs offres de services. Donc, toutes ces questions-là vont vous permettre, là aussi, d'affiner votre discours et de préparer votre argumentaire. Donc, avant de partir prospecter, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler et dans lesquelles j'ai fait mon expérience. C'est le référentiel d'argumentaire et le référentiel de traitement des objections. Ça, je vous invite tous à le faire. Il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz. C'est-à-dire, créer votre référentiel d'argumentaire et votre référentiel de traitement des objections en fonction des marchés auxquels vous adressez et de l'offre, produit ou service que vous adressez par rapport à tel marché, ça va vous permettre d'avoir comme un dictionnaire, un référentiel dans lequel systématiquement, quand vous avez une objection, vous y êtes déjà un petit peu préparé. Ou quand vous adressez un nouveau prospect qui est un grand compte, vous avez le bon discours, un discours typé grand compte, parce que vous y avez réfléchi en amont. Et ce n'est pas de l'improvisation. Parce qu'on ne va pas voir un grand compte de la même manière qu'on va voir une TPE ou qu'on va voir une administration publique. Le discours n'est pas le même. Les codes ne sont pas les mêmes.
Donc, c'est nécessaire, avant de partir vraiment dans le dur, dans l'action de prospection, que l'on verra effectivement à la fin dans le livre blanc que je vous propose, où là, je vais vous donner vraiment du tuyau. Mais avant d'y aller, quoi qu'il arrive, je vous invite réellement à vous poser toutes ces questions qui sont, à mon sens, nécessaires pour avoir une bonne préparation et savoir exactement où vous allez. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à sélectionner les canaux de prospection. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une démultiplication des canaux de prospection. Tout moyen pour rentrer en relation avec vos prospects, avec vos potentiels futurs clients. Donc, vous voyez, des salons pro, du SMS, du social selling, de la newsletter, du mailing, des fichiers pro, des annuaires, un site web marchand, de la publicité, du bouche à oreille. Il y a tout un tas de choses qui existent. Seulement, tout ne marche pas pour tout le monde. Tout ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Si vous essayez sur un grand compte de passer un coup de fil et tomber à l'accueil, au secrétariat, ou de passer directement comme vous pourriez le faire avec une TPE, je vous souhaite bon courage. Je pense que ça va être un peu plus complexe pour vous. Pourquoi ? Parce qu'un grand compte ne fonctionne pas pareil. Il y a des strates de niveau hiérarchique et qu'avant d'atteindre le bon interlocuteur, clairement, vous allez vous casser les dents. Et là, on est dans la prospection. J'aime pas ça, ça fait mal. J'ai beau taper à la porte, je me prends des portes dans le nez et ça ne marche pas. Si vous adaptez pas, le mode de prospection à la typologie du client et à la typologie de votre offre, ça ne peut pas marcher. Est-ce que tout ça, ça vous paraît clair ? Je vois que le niveau de question augmente. Guillaume, ça interpelle peut-être ? Alors, il y a des échanges. Alors, il y a une question qui est de savoir si tu partages la présentation après. Je pense que ce que tu partages, c'est le livre blanc. C'est ça. La présentation, non, parce que nue, elle est un petit peu peut-être lourde et puis il faut l'absorber, il faut vraiment l'appréhender. Clairement, c'est comme un support de formation. Souvent, on voit des formateurs qui vous délivrent tout leur support de formation, mais quand vous revenez dedans 6 mois après, vous ne savez plus exactement où vous allez. Alors que le livre blanc qu'on va traiter tout à l'heure, il est très opérationnel, c'est des questions simples. Et ça, effectivement, c'est un véritable outil que vous pourrez garder, conserver et que je vais vous partager. Donc voilà, sélectionnez les bons canaux de communication et de commercialisation en fonction de votre cible, de sa typologie et puis de votre offre. Et puis les combiner. Les combiner, pourquoi ? Ça aussi, ça fera partie du livre blanc. C'est-à-dire que utiliser qu'un seul canal de prospection, à mon sens, ne fonctionne plus non plus. C'est-à-dire qu'il faut être soit multicanal, soit cross-canal, à minimum. Mais avoir qu'un seul mode d'action de prospection, c'est là aussi où vous risquez de vous faire mal et de retomber dans la prospection. J'aime pas ça. C'est-à-dire, si vous décidez de faire que du phoning, passer ces journées à faire du phoning, c'est hard, clairement. Alors que de diversifier les moyens de prospection, un mailing avec une session de rappel, une action sur salon, un petit peu de réseau pro, un petit peu de réseau social, toujours en adaptant sur chaque canal le discours, bien entendu, en fonction du canal que vous utilisez, vous allez varier les plaisirs et puis vous faire moins mal. Et effectivement, être un peu moins dans la prospection. J'aime pas ça. Et puis en même temps, comme Jérôme le dit, être confronté au non ou au refus, ça fait partie du job. Et prospecter, c'est monter un escalier. Chaque contact est une étape vers la décision. C'est-à-dire que c'est aussi un process d'amélioration continue parce qu'un non, je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière le non, comprendre l'objection, et c'est ce qui permet d'enrichir la proposition de valeur, l'approche, etc. Exactement. Ne pas rester juste sur un non ou sur les dires du client, ça sera dans le livre blanc tout à l'heure, mais aller plus loin et essayer de comprendre aussi bien ses échecs que ses réussites. Et là, je mets un pavé dans la mare. En France, c'est culturel. On travaille sur les échecs, sur la non-réussite, la non-performance. Par contre, ce qui va bien, on se dit, ça va bien, j'y touche pas, je regarde pas, c'est super. Ouais, mais si vous regardez un petit peu les stratégies de coaching sportif, ils analysent tous les matchs pour regarder ce qui n'a pas marché, mais aussi ce qui a fonctionné. Là, vous avez utilisé telle méthode, telle stratégie pendant le match, et celle-ci, elle a fonctionné parce qu'en face, vous aviez un adversaire de telle manière. Donc là, je vous invite réellement à analyser l'intégralité dans le process d'amélioration continue de vos actions. C'est-à-dire une analyse rapide, mais simplement après avoir passé un appel, après être sorti d'un rendez-vous, est-ce que j'étais bon, est-ce que j'étais pas bon, pourquoi j'étais bon, pourquoi j'étais pas bon. Voire même poser la question à votre client. Ce n'est pas interdit. Que vous ayez réussi ou non, posez la question à votre client. Moi, j'ai posé la question de centaines de fois à mes clients après une commande. Alors, une fois que la relation s'est installée durablement, parce que quand on vient de signer la commande, c'est encore un petit peu risqué et fragile.
Mais une fois que la relation de confiance est installée, qu'est-ce qui a fait que là, vous m'avez fait confiance à moi? Pourquoi vous avez estimé que j'étais meilleur que tous mes confrères? Pour vous appuyer sur vos forces, et là on revient, on reboucle avec le SWOT, vous appuyez sur vos forces et vous dire là-dessus, je suis bon. Ça, c'est quelque chose où, ne pas tomber dans l'excès de confiance non plus, hein, mais c'est quelque chose où globalement, ça se passe bien. Donc, ça va être un de mes outils. Et donc, ma préconisation, une fois que vous avez fait ça, c'est de structurer, d'organiser votre prospection dans un plan d'action. C'est-à-dire, là aussi, c'est quelque chose qui existe énormément dans les grandes entreprises. Les entreprises ne naviguent pas à vue, elles ont un plan d'action, elles savent exactement qu'est-ce qui va se passer à tel moment et à tel moment dans leur vie de l'entreprise et sur une année, voire des fois plus. Mais je vous invite à faire exactement la même chose, à prévoir votre plan d'action, pas besoin d'une usine à gaz, hein, mais quelle est votre cible? Pourquoi c'est votre cible? Comment vous la touchez? Qui va dans l'entreprise s'occuper d'aller toucher cette cible? Combien je vais en viser? À quel moment je vais les viser? Et du coup, quel budget je vais allouer? Parce que ça aussi, si vous programmez vos budgets, bah déjà sur une année, c'est un petit peu plus simple en termes de pilotage commercial. C'est que vous savez que dans l'année, vous allez a priori dépenser X milliers d'argent sur des actions commerciales. Donc, vu que vous le maîtrisez, que vous l'avez programmé, forcément, c'est un petit peu plus facile à digérer et puis ça permet de l'adapter au fur et à mesure de l'année s'il y a des mouvements de caisse, de trésorerie différents de ce que vous aviez programmé. Et puis surtout, ça permet de le planifier et donc de ne pas arriver de manière opportuniste et donc de façon un petit peu amateur. Parce que la prospection, ça se programme encore une fois, ça se prépare. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Je pense que vous l'avez compris. Quand vous avez un plan d'action et que vous savez qu'au mois de janvier, je fais telle action, au mois de février, je fais telle mailing, au mois de mars, j'ai tel salon hyper important, au mois d'avril, je fais ci. Eh bien, tout ça, c'est comme une partition de musique. Et vous, du coup, vous pouvez en devenir le chef d'orchestre et organiser, structurer, optimiser vos actions plutôt que de les vivre du coup dans le stress à l'opportunité et de risquer derrière, une fois que le moment est passé, de se dire mince, je l'avais mal préparé, mince, j'ai pas pu le faire, je voulais le faire, mais j'ai pas réussi à le faire. Tous ces éléments qui là aussi vont créer de la prospection, j'aime pas ça, et du je me fais mal. Donc en conclusion, alors, après je vais vous passer le livre blanc évidemment, hein, mais par rapport à cette première phase de préparation, ma solution préconisée, c'est donc d'industrialiser votre processus commercial au même titre que vous allez industrialiser votre production. Donc, de le programmer, de préparer le terrain, d'analyser, d'inscrire sur un plan d'action les éléments et puis ensuite de suivre une partition avec une logique industrielle. Donc, c'est un processus dans la durée et avec de l'investissement pour plus d'efficacité commerciale et en dépensant mieux. Donc, en dépensant mieux, je reviens sur la question tout à l'heure qui disait comment tu mesures l'efficacité de tes actions, notamment en dépensant mieux, parce que tout est programmé. La règle des 4B en matière de prospection, celle-ci, je l'aime bien. J'aime beaucoup même. Il s'agit de planifier, donc de mettre en place la bonne quantité d'activité au bon moment, avec les bons produits et sur les bons prospects. Ouais, en 4B, on a résumé finalement tout ce qu'il y avait en amont dans cette présentation, qui est de travailler la bonne quantité d'activité au bon moment, avec les bons produits et sur les bons prospects, pour encore une fois éviter de se faire mal et de tomber sur des portes et de la prospection. J'aime pas ça. Donc là, ce slide, je vais le passer rapidement. Ça, c'est ma démarche en 3 étapes. C'est-à-dire quand j'interviens auprès d'un client, systématiquement, j'ai une phase d'auditeur. C'est-à-dire, je fais ce diagnostic commercial qui permet de faire toute cette analyse en amont. Ensuite, je crie avec lui et je m'engage sur la réalisation de ce plan d'action avec lui. Et la 3e étape, c'est le pilotage. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez décidé à l'instant T va varier parce que l'environnement va changer. Donc, c'est ce que je disais en début quand je disais dans votre analyse, votre SWOT, votre analyse stratégique que vous avez fait au début de votre entreprise. Oui, mais vous l'avez fait au début de l'entreprise, mais le contexte va évoluer dans les années. Donc, c'est là où intervient du pilotage. Il va falloir faire varier la barre, piloter, changer le cap au fur et à mesure. Donc, ce pilotage-là est aussi autant nécessaire que le reste. Est-ce qu'il y a des questions à l'instant T avant de passer sur les quelques trucs et astuces? Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. En attendant, moi, j'en ai une pour toi, Ouais. Olivier. Je me mets dans la situation d'une start-up ou de quelqu'un qui démarre son activité, Mhm. qui évidemment a peu de ressources commerciales à Ouais. consacrer à la prospection.
On l'a vu dans une des slides, il y a beaucoup d'options en termes de canaux. Oui. C'est très vaste. On ne peut pas tous les investir au même moment. Non. Et même si tu proposes une méthode d'analyse, c'est pas évident de trouver rapidement les bons canaux. On peut avoir de la chance, mais c'est pas systématique. Et en plus, ce qui fonctionne pour certaines entreprises ne va pas forcément fonctionner pour d'autres, même si c'est le même marché, les mêmes cibles, etc. Il y a plein de conditions. Je pense qu'il faut que c'est différent. Oui. Du coup, il y a nécessairement une phase de test. Oui. Mais on ne peut pas passer des mois et des mois à tester chaque canal et on ne peut pas non plus tester 15 canaux en même temps. C'est ça. Alors, est-ce que tu as un conseil pour des entrepreneurs qui se lanceraient et qui voudraient justement trouver le bon équilibre entre les efforts à fournir, les moyens mobilisés et cette diversité de canaux? Effectivement, alors, c'est un exercice d'autant plus dur au départ quand on est une startup qui démarre sur peut-être un nouveau produit, un nouveau service et un nouveau marché, quelque chose qui n'existe pas ou peu encore sur le marché, parce que du coup, j'en reviens encore une fois à cette analyse de départ, dans l'analyse concurrentielle, comme il y a très peu de concurrence sur ce marché-là encore, voire zéro, c'est difficile de se challenger et d'observer avant de partir quelles sont les méthodes qui fonctionnent. Et donc, du coup, si vous avez plus de difficultés à le faire parce qu'il n'y a pas encore trop de concurrence, c'est de se poser les questions par quels sont les facteurs clés du succès de mon produit, de mon service. Donc, en fait, créer des sondages, des enquêtes, des études de marché ou en commander si vous n'êtes pas en mesure de les faire vous-même sur quelles seraient les attentes de vos futurs prospects ou de vos futurs clients, du coup, sur le marché ou sur le business que vous allez proposer, que vous allez adresser. Qu'est-ce qui fait que les gens se diraient ouais, ça m'aiderait à me décider ou pas? C'est-à-dire qu'une nouveauté, ok, mais posez-vous déjà vous la question à vous-même, mais vous arrêtez pas juste sur vos propres réponses et étoffez et allez plus large. Si moi, on venait me proposer tel produit ou tel service que je ne connais pas, est-ce que j'en aurais envie? Oui, non. Et si oui, qu'est-ce qui ferait que je me déciderais à le consommer ou pas? Voilà les questions qui vont me permettre déjà de commencer à dimensionner un petit peu. Et puis, effectivement, au début, comme on ne sait pas, il va falloir, et même après, pendant la vie de l'entreprise, on peut à tout moment décider d'une nouvelle stratégie, un nouveau mode de commercialisation et de prospection. C'est de tester des hypothèses. Un jour, en formation, puisque je continue à me former régulièrement, c'est quelqu'un qui est plutôt à un très beau niveau sur de la formation marketing. Il a une clientèle plutôt internationale et qui nous dit très simplement, mais en fait, tester des hypothèses. Donc, tu as raison, on ne peut pas en tester 100 000. Donc, il va falloir effectivement, d'où la partie budgétaire, réussir à évaluer au départ à peu près quel est le volume d'efforts que j'aurais besoin de faire pour tester mes hypothèses. Ce volume-là, je vais l'allouer, ce volume d'efforts, donc de ressources, en termes d'être humain, donc ressources personnelles, ressources financières, ressources matérielles. Une fois que je l'ai identifié, je vais pouvoir allouer mes ressources à mes hypothèses. Mais pour le coup, avoir une mesure de l'efficacité claire et stable en ayant identifié des indicateurs de performance et de réussite ou non de l'action commerciale que vous avez eue, ça vous permettra de valider ou non l'hypothèse que vous avez testée, de tester sa réceptivité. Après, une autre méthode qui fonctionne plutôt pas mal, là c'est un tuyau que je peux proposer qui est en dehors de la présentation, c'est tester la réceptivité en amont. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez tester une landing page. Donc, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est une page unique vers laquelle est redirigée, on a un lien qui redirige vers cette page pour tester une offre, mais qui n'existe pas encore sur le marché. Et là, vous testez. Vous balancez un emailing, vous balancez une offre, vous balancez une plaquette, vous testez et vous regardez s'il y a de la réceptivité, s'il y a du monde qui vient la voir, cette page. S'il y a du monde qui clique sur les liens pour dire ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus. N'ayez pas peur de tester les hypothèses. C'est pas grave si le produit n'existe pas encore. Je l'ai fait récemment, alors à ma manière, sur une formation courte que je délivre depuis peu, que j'appelle des formes ateliers justement sur la prospection. C'est une matinée pour réviser et challenger ces pratiques qui est vraiment purement basée sur de l'entraînement. En fait, avant de mettre en place cette offre, j'ai ressenti un petit peu, à force de rencontrer des gens en allant dans des réseaux, des prospects, des gens autour de moi, qui avaient un vrai besoin sur la prospection, mais qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller se payer une formation à 2 000 € pour s'aguerrir en prospection. Les moyens ou l'envie d'ailleurs. Mais pour autant, comme on y est tous sujets, il y a une vraie lacune et il y avait un vrai besoin.
Principalement, cette intuition, je l'ai eue en faisant des clubs d'affaires, où là, je rencontre des indépendants comme moi, des gens qui sont seuls, qui maîtrisent parfaitement leur business, mais qui, par contre, le commerce, ce n'est pas leur truc. Donc, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et ils n'ont pas les bons mots, ils n'ont pas la bonne méthode. Donc, j'ai commencé à balancer un peu partout dans les réseaux que je mettais en place une formation qui s'appelait Formatelier, avec un coût très modique sur une demi-journée et sur tel format. Rien n'était prêt, hein. Je n'avais même pas préparé les slides, rien du tout. J'ai juste balancé l'info, le tuyau comme ça, en disant tiens, je veux faire ça, pour voir s'il y avait de la réceptivité. Donc c'est là où je vous parle de tester les hypothèses, notamment avec la landing page. Et effectivement, j'ai mesuré et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de réceptivité, donc je devais démarrer la première session très prochainement. Et c'est après coup seulement que j'ai, du coup, constitué le budget pour le faire, réfléchi au lieu, à la salle, aux moyens, aux outils dont j'avais besoin, aux slides et au contenu de cette matinée d'entraînement. Ok, donc on teste, on évalue avec des indicateurs et puis on répète jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon truc. Ok, alors, place au livre blanc. Ok, donc 5 trucs pour faciliter, 5 trucs à éviter absolument. Alors, comme j'aime bien terminer sur du positif, je vais plutôt démarrer par le 5 trucs à éviter absolument, qui a un caractère toujours négatif. Et là aussi, d'ailleurs, je vais vous donner un tuyau qui n'est pas dans le livre blanc, mais dans votre discours, gommez tout ce qui a un caractère négatif. J'entends trop souvent dire une petite carte de visite. On va faire un petit rendez-vous, je vais vous faire une petite présentation. C'est extrêmement négatif. La programmation neurolinguistique, l'impact des mots, le choix des mots que vous allez avoir joue énormément. Donc, je commence par le négatif pour finir sur du positif, ce qui fonctionne mieux en général. Le premier truc, c'est vendre tout de suite, à éviter, à proscrire absolument en prospection. J'ai beaucoup trop observé, même dans mes équipes commerciales, de commerciaux qui, à peine j'ai tapé la porte d'un prospect, bonjour, tati, tata, voilà, je viens vous voir parce que je suis le commercial de telle boîte et j'ai tel produit, tel service à vous proposer, machin. Oui, alors en fait, en soi, votre prospect, il s'en doute. À partir du moment où vous êtes venu le voir, que vous avez un costard ou en tout cas vous avez l'attitude d'un commercial, il se doute un petit peu que vous êtes là pour essayer de lui vendre quelque chose. Donc ne pas vendre tout de suite, c'est mon conseil. C'est-à-dire qu'en fait, dans la prospection, au départ, on ne vend pas. Ça viendra plus tard. Pour l'instant, vous êtes là pour découvrir, vous intéresser et écouter votre prospect. Quand vous dites bonjour le matin à un collègue ou bonjour, comment ça va? En réalité, avez-vous envie qu'il vous raconte comment ça va ou avez-vous envie qu'il vous demande et toi, comment ça va aujourd'hui? Pour pouvoir vous lui raconter de quoi vous avez envie de parler. Votre prospect, c'est la même. Quand vous venez le voir, il n'a pas forcément envie de vous écouter tout de suite. Par contre, ça lui flattera, ça lui plaira que vous ayez envie de l'écouter, que vous vous intéressiez à lui. Le deuxième conseil, et là on reboucle aussi avec le VRP, le pied dans la porte, forcez le prospect. Votre interlocuteur ne vous attend pas, il a déjà son travail. Il n'est pas tranquillement assis dans son fauteuil à prendre le café et attendre que le nouveau fournisseur de l'année vienne passer la porte et lui proposer le meilleur service. Ça, c'est dans le monde des bisounours. Ça peut arriver, hein. Il y a quand même une petite part de coup de bol dans la prospection. Parfois, on tombe au bon moment, au bon endroit, toujours sur les 4B, mais c'est très rare. Donc, partez du principe qu'il ne vous attend pas. Donc, demandez-lui simplement s'il peut vous accorder quelques instants. Et s'il n'est pas dispo, quand revenir et vous reboucler avec, pour le coup, un rendez-vous, ce qui fait que votre deuxième rendez-vous, votre deuxième visite de prospection, elle va être déjà nettement facilitée. Parlez trop. J'ai démarré ma vie de commercial et on m'a dit un commercial a, comme tout homme, 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'il parle. Et très souvent, on veut parler trop, on veut en faire trop. On n'est pas dans un téléachat, on n'est pas Jean-Pierre Bellemare. Jean-Pierre Bellemare, je le cite volontairement parce que très très bon vendeur, mais derrière une télé, au même titre d'ailleurs que ce que je fais, l'exercice aujourd'hui derrière un webinaire, vous avez beaucoup moins d'interactions directes, voire pas du tout, donc vous ne savez pas ce que pensent les gens. Donc vous déballez l'intégralité de vos arguments et de votre service. Vous faites vraiment une démonstration catalogue. Vous parlez trop. En l'occurrence, en prospection, l'interlocuteur est face à vous. Donc si vous tentez d'argumenter trop vite, vous allez noyer votre prospect au lieu d'adapter votre discours à ses attentes et à ses besoins. Encore faut-il les connaître. Improviser. Donc là, c'est ce que je disais dans la présentation. Y aller à l'aveugle. J'ai pris un listing, un fichier client, j'ai acheté un fichier des entreprises du secteur de l'automobile parce que j'imagine que c'est ma cible. Et puis j'y vais direct.
creusez un petit peu plus, préparez, mais préparez même après au coup par coup, en fait. Nous sommes à l'heure de la surinformation, des réseaux sociaux, des sites web, des infos légales, etc. Prenez le temps de vous renseigner un petit peu sur votre prospect. Vous éviterez peut-être des impairs et au mieux, vous repartirez avec l'information utile avant d'aller taper à sa porte. L'information qui fait que vous allez pouvoir, non pas vous faire une idée préconçue, parce que ce n'est pas ce que je vous incite à faire. Attention, il ne faut pas tomber dans l'idée préconçue avant même de taper à la porte, genre celui-ci, il n'achètera jamais pour telle ou telle raison. Non, non. C'est trouver l'information qui va vous permettre d'accrocher. Tiens, j'ai vu sur votre site que vous développez telle nouvelle activité ou que vous avez fait telle conférence l'autre jour, j'ai pas pu y aller, mais vous voyez, toujours dans l'optique de vous intéresser en fait. C'est pas vous faire une idée préconçue de ce qu'est votre prospect, mais c'est trouver un point d'accroche en comprenant qui il est, c'est quoi ses habitudes, son fonctionnement, pour pouvoir entrer en relation plus facilement. Et ensuite, pensez que tout ce que dit le client est vrai. Tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, le client dit non, j'ai pas besoin, j'ai un fournisseur, peut-être pas. Peut-être pas, il essaie juste peut-être de se débarrasser. Et il peut vous mentir des fois par omission, hein, c'est pas volontairement. Mais creuser, essayer d'aller un peu plus loin. Alors, toujours la notion d'équilibre. Attention à ne pas tomber dans le commercial qui force. S'il ne veut pas vous répondre, il n'a pas le temps, ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave. Très simplement, monsieur, je fais mon travail, il n'y a pas de souci, je comprends que ce n'est pas le moment, que vous n'avez pas envie d'en parler. À quel moment est-ce que je peux revenir? Et si vraiment il vous dit non, revenez pas, je n'ai pas besoin de vous, bah, tant pis, on abandonne. Je veux dire, ça ne sert à rien de se faire du mal. Vous n'avez pas forcé le trait. Mais ne vous cotonnez pas du oh, vous savez, mon marché là, en ce moment, il est bien, j'ai plein de commandes, donc je n'ai pas besoin. Bah, allez peut-être un petit peu plus loin. Ok, mais du coup, comment vous êtes organisé? Qu'est-ce qui va se passer si vous avez moins de commandes? Est-ce que vous avez prévu et anticipé? Vous voyez, creusez un petit peu. Avec là aussi la notion d'équilibre, restez toujours dans sur cette corde sensible qui est de j'en fais pas trop, je force pas, je suis pas insistant, mais je fais mon job. Et j'essaie de le faire avec consciencieusement. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne veux pas te dire combien, mais à des clients, à des prospects qui me disaient mais monsieur, ça ne vous regarde pas, qui le prenaient mal. Je dis mais monsieur, il n'y a aucun souci, je ne suis pas là pour vous embêter. Si vraiment vous trouvez que je vous dérange, pas de souci, je mets un trait sur vos coordonnées, je ne reviendrai pas. Mais comprenez que je fais simplement mon travail et que très certainement, si vous avez des commerçants dans votre entreprise, vous aimeriez bien qu'ils fassent leur travail de cette manière-là aussi. Est-ce que un petit point après les 5 premiers Alors, bon, je pense que ça fait sourire tout le monde parce que ce sont effectivement des trucs à ne pas faire qu'on a sans doute déjà un peu fait. Jérôme ajoute vérifier aussi la qualité de l'interlocuteur. S'il n'est pas dispo ou ouvert, c'est peut-être parce que ce n'est pas la bonne personne. Et dans ce cas-là, ce n'est pas seulement trouver le bon moment, c'est aussi trouver la bonne personne. C'est ça. Alors ça, c'est dans la partie préparation, effectivement, de stratégique. Identifier le bon interlocuteur chez votre prospect. Ce n'est pas le tout d'avoir identifié les prospects, mais effectivement, en fonction du type de prospect, si c'est un particulier, c'est forcément le bon interlocuteur, a priori. A priori. Encore que dans un foyer, ça peut être madame le bon interlocuteur plutôt que monsieur. Voilà. Si c'est une TPE et que vous êtes en B2B et que c'est une boîte de 5 personnes, a priori, c'est peut-être le patron le bon interlocuteur parce que c'est lui qui centralise toute la prise de décision. Peut-être ou pas, mais se renseigner en amont. Et là, on arrive après sur les marchés publics ou les grands comptes où là, clairement, avoir identifié est-ce que je m'adresse au bon interlocuteur, bah, c'est nécessaire. Parce qu'effectivement, si vous forcez le trait auprès de quelqu'un qui n'est pas votre interlocuteur, vous allez juste le gaver, hein, clairement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et ensuite, 5 trucs et astuces donc, pour vous rendre la vie un peu plus facile. Bah, la première, c'est tout bête, mais c'est souriez. En fait, le sourire s'entend, même au téléphone. Le sourire se voit, le sourire se lit dans vos propos, dans un mail. Si vous êtes avenant, si vous êtes souriant, si vous êtes optimiste, si vous êtes de bonne composition, bah, déjà, vous allez communiquer, en fait, ça se communique, ça, cette attitude avenante et positive. Donc, vous allez donner un peu plus envie à votre prospect d'aller plus loin avec vous. Si vous arrivez avec une attitude un petit peu en retrait, je ne parle pas de faire la gueule, mais peut-être un peu trop timide ou pas trop sûr de vous, j'espère que je ne vous dérange pas. Ça va être quand même un peu plus compliqué pour qu'il ait envie d'aller plus loin avec vous. Donc, souriez, restez positif, allez-y quand vous êtes dans le bon niveau, au bon moment et garder la pêche. Vraiment. Ça se lit à tout niveau, même dans vos mots. Hein. Attention, dans votre écrit, quelqu'un qui sait lire entre les lignes va savoir si vous êtes en tension ou si vous ne l'êtes pas dans vos propos. Comme je le disais tout à l'heure, intéressez-vous. Quand vous démarrez chez votre prospect, ne vendez pas tout de suite
intéressez-vous. Mais intéressez-vous sincèrement. Donc, je ne vous demande pas d'être expert du business de votre prospect, parce qu'on ne peut pas être expert de tout. Ce n'est pas ça le deal. Mais le deal, c'est de se poser vraiment les questions et de s'enrichir, en fait. S'intéresser pour s'enrichir, pour apprendre des nouvelles choses. Et parce qu'en vous intéressant sincèrement à votre prospect, il aura envie de vous parler et du coup, il vous ouvrira là aussi plus facilement la porte. Voilà. Et en plus de ça, le truc, c'est que ça fait le lien avec tout à l'heure. Vous allez récupérer des éléments utiles pour votre future argumentation qui va vous dire très naturellement. Du coup, vous n'êtes plus dans le sentiment lors de votre découverte d'être dans un interrogatoire. C'est le client qui a parlé naturellement. Avoir un prétexte. Là, pour moi, ça, c'est un vrai tuyau, un vrai plus pour la prospection. C'est quand vous allez taper à la porte, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, pour quelle raison est-ce que vous l'appelez? Alors vous avez une bonne raison, vous voulez lui vendre votre produit. Mais pour quelle raison, du point de vue de votre client, est-ce que vous l'appelleriez, est-ce que vous le dérangeriez dans son travail? Je vous rappelle qu'il ne vous attend pas au départ. Donc avoir un prétexte, c'est hyper utile. Donc le prétexte, au début, c'est un petit peu de la méthode phishing. Je vous ai envoyé un catalogue, un email, une invitation pour tel ou tel événement. On m'a parlé de vous. Voilà. Trouver le moyen, une bonne raison concrète d'entrer en relation avec ce prospect et donner toujours l'impression que vous n'êtes pas là par hasard, que vous avez choisi et décidé de venir le voir. Vous n'êtes pas à l'improviste. Et ensuite, dans les phases de suivi de la prospection, parce que la prospection, ça ne s'arrête pas au moment où vous avez fait votre premier contact, mais la prospection va continuer jusqu'au moment où vous allez conclure le contrat ou décider de stopper définitivement la relation. Trouver le prétexte, c'est le prétexte aussi pour le rappeler, pour retourner le voir. C'est-à-dire, et là je reboucle avec ce que j'ai dit, à quel moment êtes-vous disponible? Quand est-ce que je vous rappelle? On refixe le prochain rendez-vous. Vous avez un prétexte. Ou, OK, sortie de rendez-vous ou de première prospection, je vous envoie mon flyer, mon catalogue, ma plaquette. Et quand vous vous rappelez, tiens, je vous avais envoyé ma plaquette. Est-ce que vous avez pris le temps de la lire? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement pour en avoir l'entière compréhension? Est-ce qu'on peut en discuter? Et voilà, trouvez-vous des prétextes pour appeler, relancer votre prospect et dimensionner aussi votre relance au bon niveau, au bon moment. Trop de relance, vous allez être insistant, forçant. Donc, si vous avez les bons prétextes, vous allez doser au meilleur niveau. Donc, toujours dans la suite pour le prétexte, effectivement, programmer la suite systématiquement. Je vois trop de commerciaux qui repartent avec un « je vais réfléchir ». Je vous rappelle. Ça, à mon sens, c'est une immense erreur lorsqu'on est dans une démarche de prospection, quel que soit le niveau dans la négo ou dans la démarche commerciale auquel on soit, vous repartez avec la suite et vous l'avez programmée. Je vous rappelle à tel moment, ou nous prenons rendez-vous à tel moment. Vous préférez que je repasse tel jour ou tel jour. C'est-à-dire marquer les échéances, parce que votre client vous attend, et si vraiment, là aussi, sans insister, il ne veut pas, ok, il ne veut pas, mais s'il ne veut pas, c'est qu'il y a un loup. C'est que de toute manière, a priori, il ne va peut-être pas être réellement intéressé, il n'est peut-être pas sincère. Parce que celui qui réellement a eu un minimum d'attrait pour votre produit, votre service, il vous redonnera le rendez-vous, il vous redonnera l'échéance sincèrement, qui correspond à ses attentes et à son mode de fonctionnement. Et donc, vous gardez la maîtrise en fait en programmant la suite. C'est vous qui avez la maîtrise de votre acte de prospection. Et ce qui fait en plus que quand vous allez rappeler ou repasser, vous ne passez pas pour le mec insistant. Vous n'êtes pas le commercial qui met le pied dans la porte et qui force le trait au départ. Parce que c'est programmé, monsieur, je reviens vous voir parce que c'est ce que vous m'avez dit, c'est ce qu'on a convenu. Hein. Donc, quand vous programmez, là, ce n'est pas indiqué dans le livre blanc, mais quand vous programmez, si vous programmez avec une échéance un petit peu loin, rebouclez quelques temps avant quand même pour valider, surtout si c'est un rendez-vous fixe dans le dur. Si vous avez repris rendez-vous dans 2 mois, une semaine avant, revalidez votre rendez-vous. On est toujours OK que le rendez-vous dans une semaine tient toujours. Voilà, pour vous assurer déjà que ça tient toujours et puis pour vous éviter de vous déplacer pour rien. Parce que pour X raison, votre prospect, il peut avoir décidé d'autres choses entre-temps et avoir changé votre rendez-vous ou même ne pas l'avoir noté. Donc, rebouclez avec lui. Et confirmez d'ailleurs ce que vous vous êtes écrit ou dit. Et enfin, ne vous forcez pas vous-même. Quand je disais ne forcez pas chez le client, c'est vous-même ne vous faites pas mal. Je disais tout à l'heure, si vous voulez courir un marathon et que vous n'êtes pas du tout un runner, est-ce que vous allez vous dire je vais tout de suite m'inscrire au marathon de Paris et faire 42 bornes sans me préparer en avance et me forcer à le faire? Non. Donc,
préférez reporter les jours où vous n'êtes pas dedans. Dosez l'effort au niveau de ce que vous vous sentez capable de faire. Mieux vaut passer 10 coups de fil, mais 10 coups de fil qualifiés dans lesquels vous êtes en sourire, que 50 coups de fil en étant à la fin usé, fatigué et vous n'en pouvez plus. Et vous vous forcez parce que vous êtes fixé un objectif de 50 coups de fil, ça ne va pas. Puis après, pareil, si vous êtes pris 3, 4, 5 portes dans la tête, si vous ne le sentez plus, c'est pas grave. Reporter, c'est pas très grave. Vaut mieux reporter plutôt que, entre guillemets, faire une action de prospection en étant médiocre. Parce que vous allez vous dévendre totalement en étant moins performant et moins souriant, moins avenant que si vous y allez en étant dans les bonnes dispositions. Donc, évaluez, dosez l'effort en fonction de vos capacités et tentez pas de prendre des marchés à tout prix. Voilà. Variez les plaisirs, c'est ce que je disais. Voilà, on arrive à la fin. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il est midi, le timing est à peu près bon. Ouais, bravo pour la gestion du timing, Olivier. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien évidemment. Moi, je retiens un truc qui est quand même qui m'a marqué, c'est qu'il y a les techniques dont tu as parlé, il y a l'organisation, il y a besoin de se structurer, de se poser des questions sur la proposition de valeur, etc. Tout ça est assez technique. Mais au final, ce qui ressort beaucoup, notamment dans ton livre blanc et dans les aspects positifs, c'est surtout des questions d'attitude. Ouais, de posture et d'attitude. C'est le sourire, c'est les mots positifs, la curiosité qu'on va avoir, etc. Donc au final, c'est très, très humain. Hein, et on peut faire toute la préparation technique qu'on veut ou tout le travail d'analyse, de marché, de canaux, etc. Si derrière, il n'y a pas la bonne attitude, en fait, j'imagine, on n'ira pas très loin. Oui, tu as très bien résumé. Effectivement, moi, je reste convaincu que quels que soient les moyens, les outils, tout ce que vous avez pu mettre en place, vous avez des ressources magiques, vous avez le meilleur produit, les meilleurs outils, vous avez bien préparé le terrain. Mais malgré tout, même le meilleur commercial du monde, le jour où il tape à une porte et qu'il n'est pas dedans parce que ce matin, c'est le bordel, sa femme lui a annoncé qu'elle le quitte, je ne sais pas, moi, il a bien d'apprendre qu'il a un cancer. Enfin, le mec, je grossis le trait, mais le mec, il n'est pas dedans, il a une nouvelle de merde qui l'a plombé. Mais comment voulez-vous qu'il soit performant ce jour-là, quoi? Donc, effectivement, votre posture, votre attitude, votre curiosité sincère et naturelle que vous allez avoir et apporter à votre prospect, ça vaut, je dirais, à minima pour 50% du travail. Les 50 autres pourcents, c'est la phase préparation en amont, parce qu'effectivement, elle est nécessaire. Mais ce jour-là, si vous n'êtes pas bon, ça ne marche pas, quoi. C'est un petit peu comme un examen, d'ailleurs. Hein. Les étudiants, vous êtes à l'école, vous avez pu être bon toute l'année, avoir bien préparé, bien révisé, tout ça, mais le jour même, vous allez peut-être vous planter parce qu'il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas dedans ce jour-là, quoi. Donc, c'est tout l'enjeu, c'est tout le risque. Donc, accepter de ne pas être parfait, de ne pas toujours être dedans, puis accepter que des fois, on se loupe, même quand on est bon, c'est pas grave, ça arrive. Et est-ce que justement, dans ton accompagnement, tu as cette partie personnelle ou est-ce que tu travailles avec d'autres personnes qui sont spécialisées sur les postures? Enfin, comment tu procèdes? Disons que moi, je vais pouvoir travailler un petit peu, mais en surface, parce que ce n'est pas mon cœur de métier premier. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai managé mes équipes commerciales, j'ai très vite, parce que ça me correspond, compris que je voulais travailler sur la prise de confiance en soi, sur la posture, sur une attitude positive avec mes équipes. Donc, j'aime bien coacher un petit peu avec cette attitude positive, mais je ne suis pas coach. Je n'ai pas de titre de coach certifié et je sais voilà, je n'ai pas les méthodes que peuvent avoir certains professionnels sur vraiment cette prise de posture, cette attitude. Donc, il y a des gens pour ça qui sont calibrés. Et puis, comme j'aime bien dire, le directeur commercial, c'est un peu un chef d'orchestre. J'ai été directeur commercial et aujourd'hui, je le suis de manière externalisée pour des prospects. C'est-à-dire que je m'estime chef d'orchestre ou alors médecin généraliste. C'est-à-dire que comme un généraliste, je vais traiter le sujet global du service commercial. Mais après, comme un généraliste, quand je me rends compte qu'en passant mon stéthoscope, c'est mon diagnostic, mince, il y a un vrai problème ici parce que là, ça ne se passe pas bien, ou il y a un vrai problème à l'épaule ou dans les tendons ou autre, mais je vais faire appel aux bons spécialistes. Donc effectivement, je suis entouré d'énormément de partenaires et puis je continue à en chercher parce que comme des prospects, hein, le partenaire, ça va, ça vient, on peut en avoir un bon à un moment donné, puis finalement, pour X raison, il n'est plus là demain. Donc, je suis toujours en recrutement de nouveaux partenaires et je fais intervenir régulièrement des spécialistes focus vraiment sur un domaine parce que je peux avoir identifié durant une mission, comme je l'ai expliqué, un peu plus longue durée, qu'il y a un besoin plus technique, plus précis sur tel sujet. Okay.
Est-ce que tu as des coordonnées à partager? Où est-ce qu'on peut te Alors, trouver? oui, évidemment, il y a des coordonnées. Donc, les voici. Donc, j'ai un numéro de téléphone, mon adresse mail, donc olivier.sonner@prospective.com. Sur le site de Prospective, puisque, donc, comme je vous disais, mon entreprise, c'est Exenco, mais je suis accrédité Prospective. Donc, j'ai une fiche expert. Si vous allez dessus, vous allez pouvoir trouver les 50 experts de France. Et me contacter par ce biais-là. Après, le moyen le plus rapide et le plus direct, si vous n'avez pas noté le numéro de téléphone, c'est simplement taper mon nom, prénom sur LinkedIn. Et vous allez tomber sur mon profil. Et puis là, vous allez pouvoir me contacter très rapidement. Voilà. Donc, Super. Merci Olivier. Je rappelle qu'on partagera le livre blanc à toutes les personnes qui ont participé à ce nouveau digital, qui n'était pas un petit digital, pour reprendre ces expressions. Voilà. C'était un super digital et on en aura un nouveau la semaine prochaine. On parlera d'engagement collaborateur cette fois. Nouvelle semaine, nouveau sujet. On compte sur vous pour être à nouveau parmi nous et très investi à travers votre participation. Merci encore beaucoup Olivier. Merci beaucoup encore Guillaume pour ton invitation. Alors, je clôturerai en disant que, comme vous pouvez voir, il y a un QR code ici, vous pouvez donner votre avis ou le lien vous sera passé par Guillaume. Donc, j'ai créé un questionnaire de satisfaction. J'ai pour habitude d'être très transparent. Donc, je suis moi-même actuellement dans un exercice de prospection en faisant cet exercice, puisque mon métier, vous l'avez compris, c'est d'accompagner les dirigeants que vous êtes, potentiellement. Donc, dans ce questionnaire, je vous inviterai, et c'est très libre, si vous ne souhaitez pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais si vous-même, vous voulez aller plus loin dans la démarche, il y a une question dans laquelle vous pouvez indiquer vos coordonnées. Si vous pensez à quelqu'un de votre entourage qui pourrait être intéressé par mes services, ou au moins déjà dans un premier temps un rendez-vous, parce que quoi qu'il arrive, je démarre toujours par un rendez-vous libre, simple, pour évaluer le besoin. Si vous pouvez y répondre, ça me fera plaisir. Et puis, pour le reste, je bouclerai en disant que l'exercice en webinaire était le tout premier pour moi. J'ai bien entendu déjà délivré des conférences de ce type-là, mais pas en webinaire. Donc, j'ai fait tout simplement ce que j'ai expliqué et Guillaume en est témoin. J'ai préparé, j'ai appelé un confrère qui avait fait l'exercice avant moi. J'ai essayé de me documenter, de regarder comment je devais m'y prendre pour arriver non pas à l'improviste et par opportunité, mais en essayant d'avoir préparé au mieux ma conférence, donc en espérant qu'elle vous aura plu. Mon questionnaire de satisfaction démarre aussi par ces questions-là. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous auriez aimé y trouver des choses en plus? En tout cas, merci à tous. Et voilà, c'est ça aussi la force d'un réseau comme celui de Digital Loire-Vallée. Merci Olivier pour ta présence et ton temps. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine session. Prenez soin de vous, très bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.